Bonjour et bienvenue à notre rencontre. Je cherchais des mots-clés qui peuvent être associés avec mon invité aujourd'hui et j'en ai trouvé 4. C'est le bois, la liberté, le voyage et le dernier et non pas le moindre, la voile. Alors si un de ces mots suscite un intérêt, restez avec nous car je suis certaine que notre rencontre aujourd'hui avec Vincent Moreau va vous intéresser. Salut, Vincent. Merci Bonjour. d'avoir accepté. Moi, j'ai trouvé ces 4 mots. Plus tard, si tu trouves un autre, je ne sais pas que tu veux insérer, mais c'est correct. Le premier était le mot bois, parce que tu m'as dit que tôt dans ta vie, ça a eu une importance, ça a cliqué avec toi. C'est quoi qui a C'est vrai. Le bois, en fait, je pense que j'avais ça dans moi. C'est quelque chose qui est vraiment, qui était à l'intérieur de moi, puis qui a pris la place. Quand j'étais tout petit, je bricolais des choses en bois. Ma mère collectionnait les antiquités. J'allais avec elle, puis elle disait que je flattais les armoires, puis je disais, elle est belle celle-là. Puis, tu sais, puis j'avais personne dans ma famille qui travaillait le bois. Puis j'ai toujours su que je voulais... Bon, ma mère nous disait, l'important dans la vie, c'est de faire quelque chose qu'on aime. Puis alors, j'aimais le bois, puis j'ai toujours continué dans cette voie-là, puis j'ai travaillé toute ma vie avec du bois, finalement. Et tu as dit que quand tu étais jeune, tu essayais de sculpter ou de faire des... Écoute, je me faisais des petits bateaux avec une aiguine comme ça sur le coin du comptoir avec des clous, puis on se faisait des boîtes à savon avec des roues. La première fois que je suis allé dans un magasin, j'ai vu qu'on pouvait acheter des clous à la livre. Pour moi, ça a été comme une révélation. Et puis, mais c'est intéressant. Puis, mais il y a le bois pour sculpter, pour faire des choses, mais je pense aussi que toi, tu aimes le bois, la nature. Tu es bien dans... Oui, en fait, c'est venu aussi par la suite. En fait, chaque fois que j'ai un morceau de bois dans les mains, j'imagine l'arbre dans lequel il a poussé, finalement. Oui. Puis j'ai toujours dit que mon travail, c'était de redonner de la valeur au bois qui avait été coupé. Parce que pour moi, un arbre debout a plus de valeur qu'un tas de planches à côté. Alors oui, j'adore la forêt. C'est l'autre extrême de l'amour du bois, finalement, c'est d'aimer la forêt. Puis de connaître les sortes de bois, les particularités, le milieu dans lequel ils grandissent, ils poussent et tout, là. Fait que oui, c'est très large comme... Effectivement. Au secondaire, mais tu as passé des tests d'aptitude qui étaient très révélateurs. Ça a dévoilé quoi? Écoute, le souvenir que j'en ai, c'était... Il y avait des tests d'aptitude aux études postsecondaires, puis il y avait perception des dimensions et conception spatiale. Alors, perception des dimensions, puis conception spatiale, c'est de visualiser dans l'espace, puis des choses qui ne sont pas faites. Puis j'ai fait des escaliers la plus longue partie de ma vie, puis c'était exactement ça. De visualiser avant de commencer, de voir le produit fini dans ma tête. Alors, c'est peut-être probablement une force que j'avais que j'ai pu mettre en œuvre dans mon travail. Mais parce que dans le temps, quand tu as passé ces tests-là, mais tu ne savais pas le travail que tu étais pour faire plus tard, mais quand même, tu étais pointé dans une bonne direction. Mais à ce moment-là, on ne m'a pas dit tu devrais aller faire telle chose. C'était comme des résultats comme ça. C'est juste que tu avais le talent pour. Oui. En tout cas, je m'en suis rendu compte plus tard. Okay. En repensant à ça. De dire, oui, c'est tout à fait... la vie m'a amené où est-ce que, visiblement, j'avais des forces. Donc, c'était quoi? Tu as fait tes études, puis post-secondaire, tu es allé dans quelle direction? C'était quoi? En fait, il y avait tellement de choses qui m'intéressaient que je n'arrivais pas à choisir. Et puis, ça fait que j'ai décidé d'aller travailler.
Puis j'ai commencé à travailler en construction, en charpenterie, avec le bois. Puis finalement, je ne suis jamais retourné à l'école. Il y avait le domaine de l'administration qui m'intéressait aussi. J'ai suivi des cours, des formations en administration dans le but d'avoir mon entreprise un jour. Mais c'était l'amour du bois qui a toujours... qui était comme une ligne directrice, finalement. Là, et tu voulais toujours, tu as dit, travailler à ton propre compte. C'était quoi encore l'idée d'être capable de prendre tes propres décisions? Oui, probablement. Mon père a toujours été à son compte. Il avait son propre bureau d'ingénieur. Puis, je sais pas, j'avais l'impression, c'est des vieux souvenirs, là, mais de voir justement la liberté, la liberté de prendre des décisions, de faire des choix pour soi. Puis, c'était ça, mon idée. Je ne me voyais pas faire une carrière dans un cadre très restreint, très strict, avec une convention collective, des dates de vacances préétablies et tout. Okay. Je savais que je voulais être à mon compte. Dans le travail du bois, c'était pas évident. Puis avant de me trouver une niche, avant que je commence à faire des escaliers, mais si ça n'avait pas été dans le domaine du bois, j'aurais eu une entreprise dans un autre domaine. Mais je n'avais pas trop d'autres idées là, à ce moment-là. Et quand est-ce que toi, tu as commencé ton entreprise? Tu as travaillé pour d'autres, une secousse, puis après ça, tu as décidé de te pointer vers les escaliers? En fait, j'ai commencé par hasard dans une compagnie d'escaliers comme employé. Puis, c'est là que j'ai pu avoir des cartes pour travailler sur la construction. Là. Ça, c'est la réglementation qui l'exigeait. Oui. Là. Mais c'était pas facile dans ce temps-là. Puis, mais j'ai toujours su que je voulais être à mon compte. C'était comme latent à l'intérieur de moi. L'entreprise dans laquelle j'ai travaillé, à un moment donné, elle périclitait un peu. Le patron s'en occupait pas trop. Puis là, les gens commençaient à s'en aller. Puis à ce moment-là, moi, je me suis associé avec quelqu'un, avec un vendeur, puis on est parti à notre compte. Là. Et c'était quoi le nom de compagnie que toi, est-ce qu'il y avait un nom? Première entreprise, parce que quand j'étais associé, on avait une compagnie qu'on avait partie à Saint-Joseph-de-Beauce qui s'appelait Escalier Select, qui a duré à peu près 1 an et demi. Puis après ça, j'ai décidé de continuer seul, de commencer à vendre mes escaliers moi-même, parce que en ayant un vendeur, on aurait pu avoir plus de volume. Puis ça ne me tentait pas de grossir. Je voulais rester petit. Ma force, c'était l'installation, le vrai travail du bois, finalement. Je voulais continuer à faire ça au lieu de devenir administrateur d'une entreprise. Alors là, j'ai parti mon entreprise à moi, là, la menuiserie Le Top. Ah, OK. Parce que je ne me souvenais pas, tu as fait l'escalier chez nous, mais pas l'escalier, tu as fait les rampes, les gardes, parce qu'il y avait rien, mais je ne me souvenais pas que... exactement, juste la grande surprise et le plaisir de boire le produit fini quand on est arrivé à la maison. Donc, c'est ça, ça c'était le bois. Après ça, liberté, tu as dit, mais liberté était important pour de prendre tes propres décisions, puis pas être restreint de suivre tous les autres. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments, liberté? Bien, je pense que dans ce que tu viens de mentionner, il y a quand même quelque chose qui est important, parce que la société nous influence à faire des choix qui ne sont pas toujours nécessairement connectés avec ce que nous sommes vraiment. Puis de se poser la question avant, parce que tous les gestes qu'on pose dans notre vie ont une influence. Puis de se poser la question, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Puis la vraie liberté, elle est là, finalement, en tout cas, tant qu'à moi. Puis j'ai essayé d'appliquer ça dans toutes les sphères de ma vie, entre autres dans mon travail, dans l'entreprise. J'ai voulu que l'entreprise soit à mon service plutôt que moi, je sois au service de l'entreprise. Ah, OK. C'est intéressant. Qu'elle soit un outil, pour gagner ma vie, évidemment, mais un outil d'épanouissement aussi qui me permette de faire
ce que j'ai envie de faire, finalement. Puis de faire des choix éclairés. Parce que c'est tellement facile de se laisser emporter, que ce soit dans l'entreprise, dans la consommation, puis à un moment donné, de se dire, mais là, qu'est-ce que je fais là? Parce que pour toi, la liberté prenait le dessus sur l'argent. Ouais. Mais c'est sûr que l'argent est important. Il faut trouver un équilibre. Exact. Il faut gagner. La mais ça, c'était, plus important. Donc, on continue dans les 2 autres voyages et la voile. C'est sûr que les deux vont ensemble. Mais voyage, je pense que tu as voyagé pas mal avec tes parents. Tu avais parlé un voyage, surtout en Grèce, qui était important parce que tu étais encore à l'école, je pense. Oui. C'est ça. Moi, je suis le plus jeune chez nous. Puis mon père, à un moment donné, avait eu un contrat pour aller travailler en Grèce pendant 2 ans. Moi, j'étais en 6e année, ça veut dire quoi, 12 ans? 11 ans, 12 ans? Puis on déménageait en Grèce. Ils m'ont envoyé dans une école américaine, après ça dans une école française. Puis on a vécu 2 ans en banlieue d'Athènes. Fait que ça a commencé comme ça. Mais mes parents voyageaient beaucoup aussi. Le voyage a toujours fait partie de leur vie. Avant qu'il y ait des lignes aériennes, ils traversaient en bateau, en paquebot pour aller en Europe. Oui? Puis, oui. Puis, c'était pas un voyage de 2 jours, non, ça, là. ça prenait 4-5 jours, traverser, 5 jours peut-être, là. Puis, ça fait que c'est des voyages plus longs, forcément, là. Et pour toi, de déménager, c'était pas juste 1 mois ou quelque chose quand vous étiez en Grèce, c'est que toi, tu étais à l'école. Donc, c'était quoi cette expérience-là? C'était extraordinaire. Écoute, parce que c'est entre l'anglais, tu as dit, puis le français. Puis ça a été quand même, pour l'enfant que j'étais, pour le préadolescent que j'étais, ça n'a pas été nécessairement facile parce que j'ai été comme parachuté dans une école américaine alors que je ne parlais pas un mot d'anglais. Puis là, je l'ai appris très rapidement. Puis l'année d'ensuite, ils m'ont envoyé à l'école française, mais là, avec l'accent français, il y avait des dictées. Tu ne comprenais pas plus. Je comprenais absolument rien. Pour moi, c'était comme du chinois, là. Puis là, il a fallu que je m'adapte là aussi. Puis ça a quand même demandé beaucoup d'adaptation. Mais quand même, c'était... à long terme, c'était une richesse. C'était un cadeau parce que tu as appris bien des choses. Oui, énormément. La confiance, l'ouverture sur le monde, la confiance qu'on peut se débrouiller un peu partout, on finit par s'arranger, puis qu'il y a du bon monde partout, en tout cas. Donc, après ça, on s'en va. Le 4e, puis vraiment important pour toi, parce que les gens qui te connaissent, ils savent que voile et Vincent, c'est comme ça. Comment est-ce que tu as eu le piqûre? Je dis toujours que j'ai pas de mérite pour la voile parce que, encore là, ça vient de mes parents. Quand j'étais vraiment tout petit, mon père avait un petit dériveur au lac Saint-Pierre, pas loin de Trois-Rivières. Puis j'ai des vieux souvenirs où j'en faisais avec lui. Ça a commencé là, finalement. Après ça, quand on était en Grèce, mon père avait acheté un voilier en Angleterre. Il l'avait amené en Grèce, puis on a navigué dans les îles grecques pendant les 2 années qu'on était là. Donc, tu as appris de lui, tu étais comme un coéquipier. Oui, j'étais comme son premier équipier parce que mes frères et sœurs aînés étaient partis de la maison ou ils n'étaient pas très présents. Fait que moi, j'étais là avec mon père. Ça fait que j'avais toute la place pour... Puis lui, il était bien content d'avoir quelqu'un, donc, un équipier. Il t'a passé ses connaissances, il expliquait tout. Oui, c'est sûr que ça a changé beaucoup. Là. Lui, il naviguait au sextant. Là, puis, sextant? Le sextant, c'est l'appareil pour mesurer la hauteur des astres, pour avoir la position sur le globe. Là. Oh boy! Fait que il fallait mesurer l'angle du soleil avec un chronomètre à midi. Puis il faisait des calculs savants, puis, parce qu'il était ingénieur. Il fallait presque être ingénieur pour naviguer dans ce temps-là.
Moi, j'ai pas appris ça parce qu'aujourd'hui, on a des façons, on a Ouais, des GPS, mais c'est vraiment beaucoup plus facile, là. Mais oui, il m'a transmis énormément de connaissances. Puis je dis toujours, le mérite que j'ai, c'est d'avoir continué parce qu'à un moment donné, lui, il a arrêté. Mais moi, j'ai toujours eu des voiliers, j'ai toujours fait de la voile, soit de la voile de jour. Quand mes enfants étaient jeunes, je faisais de la voile le jour de la fête des pères parce que c'était mon cadeau. Mais, la fête des pères, présentement, qu'on fait l'enregistrement, ça sent bien. Je ne sais pas si tu vas être sur un lac ou quoi. Oui, bien aujourd'hui, j'ai moins de contraintes. Les enfants sont grands. Mais c'est ça. Fait que j'ai continué à faire de la voile. Puis, ben, d'allier la voile et le voyage. À un moment donné, c'est ça. Je faisais de la voile au Grand Lac Saint-François, puis j'ai grossi mon bateau. Là, j'ai amené le bateau sur d'autres plans d'eau, sur le Saguenay, sur les Grands Lacs. Après ça, je suis allé au Bahama avec mon tout petit bateau. Là, tu es parti de Québec? Bien, on mettait le bateau sur la remorque. C'était un bateau transportable. Fait que, OK. on partait avec la remorque, et puis on mettait le bateau à l'eau. Puis là, sauf que pour les Bahamas, ben là, il y avait c'est quand même la mer, là. Alors, mais là, ça, c'était une autre question. Ouais. C'est une affaire d'être sur un lac, une autre affaire d'être sur la mer. Oui. Donc, ça prend aussi beaucoup de connaissances. Parce que les gens, quand on voit quelqu'un sur un voilier ou quelque chose, on dit « Ah, mon Dieu, la belle vie ». Mais il faut connaître bien des choses. Le fonctionnement, c'est pas aussi simple. Ouais. Sur les pamphlets de retraite de Desjardins, on voit un voilier, tu sais, c'est la photo de couverture. C'est le symbole de la liberté. La liberté, au fond, c'est une liberté qui est chèrement payée. Parce qu'il y a quand même beaucoup de contraintes, là, tu sais. Mais quand on passe par-dessus ça, parce que par-dessus l'apprentissage, mais il y a toujours à apprendre de toute façon, là. Mais quand on passe par-dessus, on peut arriver à un stade où quand même... c'est une façon, moi, que je trouve extraordinaire de voyager parce qu'on traîne notre maison, on peut aller dans une île déserte, dormir dans notre lit, se faire à manger, comme, tu sais, si on est bien installé dans le bateau, ou puis après, on peut arriver dans une grande ville, s'ancrer en avant de New York, puis débarquer, puis aller prendre une bière ou magasiner sur la 5e avenue. C'est ce que je fais pas, là. Mais... Non, je ne pense pas ça, je n'associe pas avec toi du tout. Il y a beaucoup de possibilités. Mais parce que je pense que toi, tu es un peu plus sauvage, les places où il y a moins de touristes et le monde qui arrive. Je pense que ça convient plus. Oui, c'est sûr. J'aime la nature. Puis j'ai cru remarquer que quand on voyage, tu vas dans les endroits où il y a le moins de monde, c'est là que les gens sont le plus accueillants. Oui. Tu sais, si tu vas dans une place où il y a plein de monde, ben c'est un peu anonyme. Tandis que quand on arrive dans des petits villages de Terre-Neuve, on est toujours bien accueillis. Là, et tu as vraiment la chance de communiquer avec les gens, puis partager, puis apprendre des autres. Oui. Ce que j'avais trouvé intéressant, c'est que c'est sûr qu'il faut être autonome quand tu es sur le bateau, mais tu as dit il faut... savoir comment faire la couture, la plomberie, cuisine, la mécanique. L'ajustement des voiles, la navigation. Il y a un peu d'électronique. Il faut être très polyvalent, effectivement. Effectivement. Puis il faut avoir à bord tout ce qu'il faut pour se dépanner, là, pour réparer aux besoins, pour bricoler. Ça prend de l'imagination, de la débrouillardise. C'est pas donné à tout le monde, mais... Et il y a toujours... Toi, tu voyages deux, généralement, mais il y a toujours un troisième, j'ai pensé, qui n'est pas nécessairement invité, c'est Dame Nature. Oui. Et qui est toujours là, qui peut amener des surprises. Tu avais parlé tantôt de ton père, puis ses instruments, et tout ça. Mais quand tu pars longtemps, est-ce que c'est possible d'avoir une idée de la température pour plusieurs semaines? Parce que nous autres, c'est comme des fois 14 jours, on dit OK, mais
Parce que tu veux plus longtemps? Ben, 14 jours, c'est pas mal le maximum. Là. Puis à 14 jours, les prévisions ne sont pas très fiables. Ça risque de changer. C'est par rapport au temps où mon père naviguait, les outils de communication ont évolué énormément. Mon père avait traversé l'Atlantique et il ne prenait pas la météo. Là. Il partait au mois de juin parce que c'était la bonne période de l'année pour faire ce voyage-là. Puis il se croisait les doigts puis il prenait ce que la nature envoyait. Aujourd'hui, probablement à cause des changements climatiques, les événements météo sont plus imprévisibles puis souvent plus puissants aussi. Alors, je pense que c'est important. En tout cas, si je prévois un grand voyage en mer, je vais vouloir avoir des outils pour prendre la météo, pour être capable de voir ce qui s'en vient. Ce que je ne ressentais pas vraiment le besoin quand j'ai commencé à naviguer, mais aujourd'hui, je pense que c'est essentiel parce que ça change rapidement. Parce que tu n'es pas toujours proche de la Terre, donc tu peux être à haute mer, puis là où ben, moi, j'aime prendre le large, j'aime les longues traversées, j'aime partir. D'ailleurs, on en parle peut-être pour 2025, là, repartir sur des longues traversées. Mais c'est ça. Non, on n'est pas... Est-ce que tu as eu des expériences un peu épeurantes? Oui. Une fois, en traversant aux Bermudes, à mi-chemin, à peu près à 500 km au large de la côte américaine, en pleine mer, on a eu un ouragan, mais on ne savait pas qu'on était dans un ouragan. Mais sauf qu'on voyait, dans le jour, on voyait que le ciel était tellement noir. Puis une vague scélérate qui a couché le bateau, vraiment couché à 110 degrés. Là, il y a eu beaucoup de dommages. On a été chanceux, on s'est relevé, puis on a pu continuer notre voyage. Là. Mais cette fois-là, je me suis fait peur. En fait, c'est pas moi qui me suis fait peur, mais je me suis demandé vraiment ce que je faisais pourquoi je suis rendu ici, là, puis j'ai fait ça, puis est-ce que ça vaut vraiment la peine? Mais j'ai tiré des leçons. Puis les leçons, c'était justement d'avoir des bons outils pour prendre la météo, ce que je n'avais pas à ce moment-là. Puis là-dessus, peut-être que j'avais fauté. On peut pas être parfait partout de toute façon, mais au moins apprendre des choses qui... tu m'avais dit, il ne reste pas beaucoup de temps, mais tu m'avais dit que tu es nourri par la mer. J'ai eu l'impression que c'était un double sens, parce que je sais que tu manges ce qui est là, mais aussi ça te nourrit dans le sens énergise. Bien, la mer, elle a un côté apaisant, malgré qu'elle peut, même quand elle est en furie, elle nous ramène beaucoup à soi aussi, à la confiance en soi. Là, quand tu es dans une mer en furie, tu n'as pas le choix d'aller aux priorités, qu'est-ce qui est le plus important. Puis c'est sûr que ça me nourrit. Puis, bien, la pêche aussi, là, mais ça, c'est pour cuisiner, là, c'est pour mettre dans mon assiette. Oui. Mais oui, parce que tu as dit que tu amènes ta nourriture, bien des choses, tu fais tes propres affaires. Oui, ça fait partie un peu du mode de vie du voyageur, du nomade, finalement. Le nomade, c'est un cueilleur. Alors, je me considère comme un cueilleur. Partout où je vais, je récolte. Dans la forêt, l'hiver, je vais attraper des lièvres, je peux attraper des castors. Et puis, j'amène ça sur le bateau, on mange ça durant l'été, puis on pêche du poisson, puis on ramène du poisson à la maison pour manger durant l'hiver. On cueille les petits fruits, on cueille des herbes pour remplacer la verdure. Tout. Alors, toi, j'imagine qu'aujourd'hui, tu travailles encore, mais tu as diminué tes heures beaucoup, justement, pour avoir plus de place. Oui, en fait, je trouve que je travaille encore trop, mais, je dis toujours que mon objectif, c'est de travailler le moins possible. Mais bon, j'aime encore travailler. Fait que je me dis, tant que je vais aimer ça, je vais continuer. Mais oui, tant que tu aimes ça, mais continue. Mais c'est de trouver, comme on dit tout le temps, que le juste milieu et tout. Ça. Donc, tu ne fais plus comme les escaliers pour les clients régulièrement. Non, j'en fais un petit peu, juste pour garder l'entreprise active, là, puis garder la main. Mais ça va vraiment en diminuant, là. Puis, c'est ça. Mais je travaille à l'extérieur aussi, là. Je fais de l'installation d'ébénisterie architecturale, des restaurants, des choses comme ça, mais à temps partiel.
C'est très bien. En tout cas, je ne sais pas s'il y a des plans pour cette année ou c'est juste en 2025. Oui, il y a des plans, c'est sûr, c'est inévitable. J'aurais de la misère à concevoir que je puisse ne pas partir. On prévoit partir peut-être 2 mois et demi. La date n'est pas encore fixée, là, mais dans les semaines qui viennent, là. C'est vraiment... il reste des petits détails à fignoler avant de partir pour cette année. Puis l'année prochaine, peut-être une année complète. En tout cas, peu importe, je souhaite du beau temps. Bien, merci. Et du plaisir, pas trop de vagues, des ciels bleus. Ah, c'est bon, ça. Et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça m'a fait plaisir, merci. Ça me ramène à toutes sortes de pensées aussi, là. Super. Merci beaucoup. Et ceci termine notre rencontre. Comme j'ai dit, si un des mots que vous avez trouvé intéressant, je suis sûre que c'était bien intéressant, surtout si vous avez un voilier. Je serai de retour la semaine prochaine avec une autre rencontre. Bonne semaine.